Ce jeu de société a plus de 1500 ans et on peut le dire, il est intemporel. Surtout que ces dernières années, il connaît une croissance monumentale de son nombre de joueurs. Entre 2019 et 2023, c'est un peu plus de 100 millions de nouvelles personnes sur chess.com. Aujourd'hui, vous pouvez jouer aux échecs de n'importe quel endroit, il suffit d'avoir un téléphone et une connexion internet. Plus besoin du traditionnel plateau. Mais malgré ce nombre de joueurs en croissance continuelle qui cherchent à se divertir ou juste à passer un bon moment en réfléchissant à comment ils vont pouvoir avoir le dessus sur leur adversaire, il existe quelques petits génies parmi eux. Et ils sont très peu. À vrai dire, ils ne sont que 1649 sur des millions à avoir la plus haute distinction aux échecs, celle de Grand Master ou Grand Maître, comme vous voulez. Peu d'entre eux seront sur le devant de la scène car il existe un rang encore au-dessus, celui de champion du monde. On peut caractériser ce titre de boss de fin dans un jeu vidéo, et si vous réussissez à enfin le battre, alors vous rentrez dans l'histoire. Ce boss de fin a été le même pendant 10 ans. Il a écrasé à plusieurs reprises ses adversaires sans jamais perdre sa place de numéro 1. Et c'est justement de cet homme que nous allons parler dans cette vidéo, Magnus Carlsen. La prochaine partie de la vidéo est là pour présenter les échecs, les différentes parties, le classement Elo, etc., etc. Elle est là pour les personnes qui ne connaissent pas plus que ça les échecs et donc qui permettra de mieux comprendre la suite de la vidéo. Si jamais vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez directement aller à la partie suivante. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça me soutient énormément. Je vous laisse avec la suite et je vous souhaite un bon visionnage. Le jeu d'échecs est un véritable duel mental qui oppose deux joueurs. Il existe différents types de parties comme la partie lente où chaque joueur a 60 minutes, la partie rapide 10 minutes, le blitz 3 minutes et le boulette 1 minute. Le principe reste toujours le même pour chaque partie. Deux armées de 16 pièces s'affrontent dans un duel de stratégie sans merci. Chaque coup doit être calculé minutieusement et vous vous en doutez, plus la partie est rapide, plus la réflexion est courte. Mais comme je vous l'ai dit, l'objectif est toujours le même. Jouer les coups qu'il faut pour réussir à coincer son adversaire et le mettre en situation d'échec et mat. Checkmate. Dans cette situation, le roi n'a plus aucun mouvement possible pour échapper aux offensives des pièces adverses. Et comme je vous l'ai dit à l'introduction, il existe différents niveaux de joueurs aux échecs. Quand vous jouez pour la première fois, vous allez tester des choses sans même vous en rendre compte. La progression sera très rapide dans un premier temps, mais vous allez être confronté à un moment ou un autre à la stagnation de votre niveau. Et là, quoi de mieux que de regarder les différents coups possibles sur des vidéos ou même des stratégies qu'appliquent les joueurs avec un meilleur elo que le vôtre. Mais d'ailleurs, le classement elo, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un score qui vous est attribué en fonction des parties que vous jouez. Si vous gagnez, votre score augmente, en revanche, si vous perdez, il diminue. Tout en haut du classement, on retrouve bien évidemment Magnus Carlsen avec un elo de 2830 au 1er janvier 2024. Mais pour atteindre ce niveau, il faut être une véritable machine de calcul, et désolé de vous le dire, mais peu d'entre nous peuvent y arriver. Et c'est d'ailleurs grâce à ce classement elo que l'on peut obtenir différents titres auprès de la Fédération Internationale des Échecs, la FIDE. Tout d'abord, il y a le titre de Master FIDE que l'on obtient à partir de 2300 elo, le titre de Master International, plus difficile à obtenir car il faut battre 3 personnes à 2450 elo ou plus et avoir un minimum de 2400 elo. Et enfin le titre que très peu de joueurs réussissent à obtenir, celui de Grand Master. Pour l'obtenir, il faut avoir un minimum de 2500 elo et battre 3 grands maîtres qui ont déjà plus de 2600 elo. Avec tout le contexte que je viens de vous donner, vous ne pourrez que mieux apprécier la suite de la vidéo. Sven Magnus Carlsen est né le 30 novembre 1990 en Norvège. Son père était consultant en informatique et sa mère ingénieure en chimie. Et ils se sont très vite rendus compte d'une chose. Magnus n'était pas comme les enfants de son âge. À seulement 2 ans, il pouvait résoudre un puzzle de 50 pièces en quelques minutes, et à 4 ans, il pouvait assembler des Lego que même des adultes prenaient du temps à faire. Son père s'est dit qu'avec ses dons mentaux, il serait intéressant de lui apprendre le jeu d'échecs. Et devinez quoi, Magnus Carlsen adore ce jeu. Il veut toujours apprendre plus de choses et les échecs le fascinent. Alors qu'il n'a que 5 ans, il se plonge dans des livres sur les échecs et surtout il joue pendant de nombreuses heures. Il va très vite développer son plan de jeu ainsi que ses compétences de joueur et en l'espace de 3 ans, il va devenir un redoutable joueur d'échecs. À 8 ans, il va disputer son tout premier tournoi et seulement 1 an après, il devient champion de Norvège des moins de 11 ans. En soi, il avait déjà un gros avantage grâce à ses capacités mentales et à sa facilité à retenir énormément d'informations. Mais en plus de ça, il était déjà entraîné par le Grand Master Simenak Destein. En 2000, Magnus n'a que 10 ans et pourtant il va participer à des tournois de plus en plus régulièrement. En 2 ans, il va participer à environ 300 matchs de tournoi. C'est énorme. Il va d'ailleurs marquer des points lors de son premier tournoi international et va même finir 2e des championnats d'Europe et du monde des moins de 12 ans. Juste derrière un mec pas trop connu dans le monde des échecs. C'est totalement faux, c'était Jan Nepomniachtchi. En 2003, alors qu'il n'a que 13 ans, Carlsen réalise une performance tout simplement incroyable. Il obtient le titre de Grand Master et c'est évidemment le plus jeune du monde en activité à ce moment. C'est d'ailleurs le second plus jeune joueur à obtenir ce titre, le premier est Sergei Karyakin à l'âge de 12 ans et 7 mois. Mais vous vous en doutez, ce titre va attirer l'attention de tous les joueurs d'échecs et c'est le
point de départ de l'incroyable carrière de Magnus. Le garçon décide alors de quitter l'école pendant 1 an pour pouvoir se consacrer à 100% aux échecs. Le jeune joueur est de plus en plus mis sur le devant de la scène et il va affronter à 2 reprises l'ancien champion du monde Garry Kasparov lors d'un tournoi de Blitz en Islande. Le russe va remporter le duel avec une victoire et un match nul. Et d'ailleurs, petite anecdote assez folle, c'est que suite à ces matchs, Garry Kasparov aurait proposé à Magnus d'être son coach. Le rêve de tout joueur d'échecs, mais pourtant la décision du Norvégien est surprenante. Il va tout simplement refuser cette aide. Pendant l'été 2004, Carlsen participe au championnat du monde à Tripoli et c'est évidemment le plus jeune participant. Mais il va s'incliner dès le premier tour face à Levon Arionen. Après, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il n'a que 13 ans et que sa marge de progression est encore gigantesque. Et il va montrer qu'il a progressé dès l'année suivante. En 2005, Carlsen participe à la Coupe du Monde FIDE qui permet de se qualifier pour le tournoi des candidats en 2007. Le tournoi des candidats a pour but de désigner des challengers qui vont venir affronter le boss final. Et Magnus va être impressionnant lors de cette Coupe du Monde FIDE. Au premier tour, il va réussir à battre le 44e joueur mondial et les tours suivants, il bat Amonatov et le bulgare Ivan Cheparinov. Cette performance lui permet de se qualifier parmi les 16 meilleurs joueurs du tournoi et pourtant tous ces joueurs étaient bien mieux classés que Magnus Carlsen. Dans la suite du tournoi, le Norvégien a concédé une défaite pour ensuite gagner face à Joël Laurier et Vladimir Malakov. Grâce à ça, il s'assure une place dans les 10 premiers joueurs et surtout il est qualifié pour le tournoi des candidats de 2007. C'était le meilleur résultat obtenu par un joueur norvégien dans un championnat du monde d'échecs et surtout cela faisait de Carlsen le plus jeune prétendant de l'histoire pour le tournoi des candidats. Entre 2006 et 2007, il va y avoir des hauts mais aussi des bas pour Magnus. Tout d'abord, il va être sacré champion de Norvège, titre qu'il convoitait depuis 2 ans mais qu'il n'avait toujours pas obtenu. Il remporte également le tournoi Bosna de Sarajevo et arrive à obtenir un Elo de 2720. C'est du jamais vu dans le monde des échecs à cet âge-là. Mais en 2007, il va connaître un gros échec. LOL. En terminant 13e sur 14 au tournoi de Wikanzi et surtout 0 victoire au compteur. Il va vite corriger cette mauvaise performance lors du tournoi de Linares où il termine en 2e position. Et après ça, Magnus remporte le tournoi des grands maîtres en battant Alexander Onischuk. Si vous avez bien suivi la vidéo, vous vous rappelez que Carlsen s'est qualifié pour le tournoi des candidats en 2005. Et bien justement, celui-ci ne va pas vraiment se passer comme il l'aurait voulu. Le Norvégien va être éliminé en 8e de finale, ce qui correspond au premier tour, par Levon Arionen. Il va prendre sa revanche l'année suivante au tournoi de Wikanzi, le tournoi où il a fini 13e l'année précédente, et il le remporte en étant à égalité avec Levon. Mais à seulement 17 ans, cela fait de Magnus le plus jeune joueur à remporter un tournoi de catégorie 20. Durant toute l'année 2008, il va être incroyable en gagnant le Grand Prix FIDE de Bakou et le tournoi Aerosvit. Mais de juillet 2008 à 2009, sa progression qui était jusque-là ultra rapide va connaître un ralentissement. Malgré qu'il soit toujours très bien classé dans les différents types de tournois auxquels il participe, il rencontre un problème. Celui de perdre ses parties décisives, et à cause de ça, il ne remporte aucune des compétitions auxquelles il est. En octobre 2008, un nouvel événement arrive. Son classement Elo baisse pour la première fois depuis 2007. Mais encore une fois, le jeune Norvégien va vite se ressaisir. En septembre 2009, Magnus Carlsen revient sur la décision qu'il a prise en 2004. Garry Kasparov devient alors l'entraîneur du Norvégien. Selon l'ancien champion du monde, Magnus révolutionne la manière de jouer aux échecs. Avant, chaque joueur récitait leurs ouvertures durant les 20 premiers coups, et ce à une vitesse assez folle. Mais depuis l'arrivée de Magnus, le but est de surprendre au plus vite son adversaire. Toujours selon Kasparov, Magnus a un véritable sens inné de l'harmonie du jeu d'échecs. Et cet apprentissage avec l'ancien champion du monde va se montrer payant. Il va remporter différents tournois et va atteindre un classement Elo de 2801. Magnus est maintenant en 5e place mondiale et c'est surtout le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre ce score. Il va continuer à impressionner le monde entier en devenant champion du monde de Blitz à Moscou le 18 novembre 2009. Et la consécration arrivera 1 an plus tard. En janvier 2010, Carlsen occupe enfin la première place du classement Elo à l'âge de 19 ans et 9 mois. Encore un nouveau record en poche vu que c'est le premier à atteindre ce rang aussitôt. Mais la consécration n'est pas encore totale. Il faut aller chercher le titre ultime, celui de champion du monde. Il va continuer sur sa belle lancée en faisant une série de 36 parties sans défaite et va même remporter l'Oscar des échecs pour l'année 2009. Il va d'ailleurs annoncer quelques mois plus tard la fin de sa collaboration avec Garry Kasparov. Le Norvégien peut largement voler de ses propres ailes. Et ça, Magnus va encore le montrer aux différents tournois auxquels il va participer. Une nouvelle fois, il va en remporter plusieurs. Bon, pas tous, faut pas abuser non plus. Mais du coup, je vous mets une petite liste à l'écran pour que vous puissiez regarder ses performances entre 2010 et 2011. En janvier 2011, Magnus va perdre sa place de premier au classement Elo face à Anand. Il ne va pas mettre très longtemps à la récupérer car 4 mois plus tard, il repasse en tête grâce à une victoire au tournoi des rois. Chose assez folle, c'est qu'il n'a plus jamais perdu cette place de premier depuis cet événement. Mais comme vous l'avez compris, il ne veut pas s'arrêter là. Le 1er janvier 2013, il obtient un classement Elo de 2861, ce qui en fait la performance la plus élevée de l'histoire, devant la performance de celui qui l'entraîne
entraîner Garry Kasparov. En bref, de 2009 à 2013, Carlsen a continué à montrer au reste du monde de quoi il était capable. Mais pour lui, il manque toujours quelque chose. Vous savez, ce fameux boss de fin dans les jeux vidéo dont je vous ai parlé dans l'introduction. Eh bien, Magnus est plus déterminé que jamais à aller le chercher, pour enfin atteindre le stade ultime des échecs, le titre de champion du monde. En mars 2013, Magnus Carlsen va finir premier du tour des candidats de Londres, devant son rival principal, Vladimir Kramnik. Il se qualifie donc pour la finale des championnats du monde qui l'oppose au tenant du titre, Vishy Anand. Et il a jusqu'à novembre pour se préparer au mieux à ce duel au sommet du monde. Mais pour autant, avant même d'être joué, ce duel paraît totalement déséquilibré. Et pour cause, le champion du monde en titre a toute une équipe de secondants qui l'entoure pour le préparer au mieux à la compétition, tandis que de son côté, Magnus, il est tout seul. En gros, c'est très clairement David contre Goliath. Surtout que ça fait 6 ans que Anand détient le titre de champion du monde et il n'a pas vraiment envie de le lâcher. En plus de ça, ce duel va avoir lieu sur les terres du champion du monde à Chennai, en Inde. Le monde des échecs va avoir les yeux rivés sur ce duel qui pourrait permettre à Carlsen de rentrer dans l'histoire. Lors de la première partie, on sent que Magnus est un peu hésitant. Son jeu n'est pas aussi fluide que d'habitude et alors qu'il commençait à prendre le dessus, Anand le compte facilement pour obtenir le match nul. Le lendemain, pour la deuxième partie, c'est au tour de Anand de prendre le dessus pour finalement finir sur une nouvelle égalité. Pour le match 3, Magnus va être en grosse difficulté face à son adversaire, mais il va finalement réussir à obtenir un autre match nul. Match 4 est toujours la même issue, égalité. Mais cette fois, c'est Carlsen qui a réussi à prendre le dessus et surtout à fatiguer mentalement son adversaire. Cette stratégie va s'avérer être payante car pour le 5e tour, Carlsen l'emporte au terme d'un combat incroyable. Première victoire qui est donc pour Magnus et cela a quelque peu déstabilisé Anand. Le lendemain, pour le round 6, Anand ne s'est visiblement pas remis de sa défaite. Il ne joue pas du tout à son niveau habituel et va concéder une nouvelle défaite face aux Norvégiens. Et ces 2 défaites consécutives vont faire mal, très mal, au tenant du titre. Lors des rounds 7 et 8, Anand réussira à faire de nouveau 2 matchs nuls. Mais pour le 9e match, Magnus Carlsen va le dominer. Durant une partie avec une complexité technique hors norme, qui a même totalement perdu les commentateurs et les grands maîtres qui assistaient à la rencontre, Anand commet une grosse erreur et Carlsen saisit l'occasion pour remporter sa 3e victoire. Magnus Carlsen a enfin réussi à battre le boss final. Grâce à ça, il peut rentrer dans la légende et obtenir le titre de champion du monde des échecs. Et malgré cette consécration ultime, le Norvégien va continuer à aller chercher d'autres records. En 2014, il devient le tout premier joueur de l'histoire à être champion en blitz, en partie rapide mais aussi en partie longue. Et même si pour la plupart des joueurs d'échecs, la vraie discipline est celle des parties longues, cela montre à quel point Magnus Carlsen excelle dans tous les domaines. Et d'ailleurs, chose très drôle, cette année il a joué une partie d'échecs contre Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Il fallait être assez vif pour voir cette partie car elle n'a duré que 12 secondes. Il aura fallu seulement 9 coups au champion du monde norvégien pour battre Bill Gates. Il remet à nouveau son titre en jeu en 2016, mais cette fois ce n'est plus le même adversaire. Il doit faire face à Sergei Karyakin, qui est 9e au classement mondial à ce moment. Le match se déroule à New York et il a commencé d'une façon un peu particulière. 7 matchs nuls. La première victoire va étonner tous les spectateurs car c'est Karyakin qui va l'emporter. Cette défaite va énormément énerver Magnus, il va même subitement quitter la conférence d'après-match. Le Norvégien remportera à son tour une victoire lors du match 10, puis pour les 2 derniers matchs ce sont de nouveau des matchs nuls. Les 2 adversaires sont donc sur une égalité parfaite et 4 nouveaux matchs ont lieu pour les départager. On recommence sur 2 égalités, mais pour les matchs 3 et 4, Magnus l'emporte sur le prétendant au titre et il conserve ainsi son statut de champion du monde. En 2018, il doit remettre à nouveau son titre en jeu et cette fois-ci il va faire face au numéro 2 mondial, Fabiano Caruana. Et ce prétendant au titre a réalisé une année monstrueuse où il a écrasé tout le monde sur son passage. Et Magnus en avait conscience, à tel point qu'il confiera plus tard qu'il pensait très sérieusement pouvoir perdre face à cet adversaire. Et ce duel au sommet que tout le monde attend va avoir lieu à Londres. On commence tout doucement avec 3 premiers matchs nuls, mais un événement va arriver au cours du match 4 qui va venir enflammer toute la sphère des échecs. Tout simplement parce que pendant ce match, une vidéo a été publiée sur YouTube et elle montrait toute la préparation et les ouvertures prévues par Caruana pour ce championnat du monde. La vidéo a été supprimée dans la foulée, mais le mal était déjà fait. Elle circulait déjà sur les réseaux sociaux. Le match 4 va se finir sur un nouveau match nul, mais durant la conférence de presse, on peut voir que Caruana est très mal à l'aise de cette situation. Tandis que Carlsen, lui, il est là avec un grand sourire. Lorsque le journaliste lui pose la question, il n'hésite pas à dire qu'il va aller voir la vidéo. Mais malgré ça, Caruana va réussir à tenir tête au champion du monde en réussissant à obtenir l'égalité à chaque rencontre, et ce jusqu'au match 12. Un tie-break va avoir lieu en 3 parties rapides, et là, Magnus Carlsen ne rigole plus. Il va totalement dominer son adversaire en le battant 3-0, conservant une nouvelle fois son titre de champion du monde. Carlsen va défendre une dernière fois son titre en 2021 face à Jan Nepomniachtchi. Il ne va pas laisser de chance à son adversaire en gagnant 4 parties sur 11, le reste se sont finis en égalité. Et après cette victoire, Carlsen a annoncé une chose qui a fait beaucoup de bruit dans la haute sphère des échecs. Le champion du monde a déclaré que, à moins que Alizera Firouzja ne gagne le tournoi des candidats, il est peu probable que je joue les prochains championnats du monde et que je défende mon titre.
Et suite à ça, le joueur va commencer à se questionner. Va-t-il encore défendre son titre pendant plusieurs années? N'en a-t-il tout simplement pas marre de le remettre en jeu tous les 2-3 ans et de devoir supporter la pression et la médiatisation qui va avec? Eh bien en 2022, le champion du monde montre qu'il en a clairement marre, il va même s'initier à de nouveaux jeux comme le poker. Comme on peut d'ailleurs le voir au championnat de poker norvégien. Il va donc passer moins de temps à calculer les prochains coups de ses adversaires aux échecs et plus de temps à bluffer. Mais pourtant on va quand même vite le revoir sur le devant de la scène des échecs. Le 4 septembre 2022, lors du tournoi de la Coupe Sinquefield, un tournoi qui réunit les meilleurs joueurs d'échecs au monde, Carlsen va s'incliner face au jeune américain Hans Neumann. Alors qu'il n'a que 19 ans et qu'il est 49e au classement mondial, il maîtrise le champion du monde dès l'ouverture. Étrange pour quelqu'un qui a une ascension fulgurante depuis quelques temps et qui bat Magnus Carlsen sans trop de problèmes. Et encore plus surprenant, le lendemain, Magnus Carlsen annonce par le biais d'un tweet qu'il se retire du tournoi, chose qu'il n'avait encore jamais fait. Et cette histoire va faire beaucoup de bruit, car rapidement les commentateurs, les joueurs et la communauté vont interpréter cette décision comme une accusation de triche portée à l'encontre du grand maître américain. Des joueurs du top 10 mondial vont même soutenir la décision de Magnus, comme Hikaru Nakamura qui soupçonne également que Neumann a triché. Pourtant le 7 septembre, Hans Neumann va clamer son innocence lors d'une interview. Mais cette histoire ne va pas s'arrêter là. Le 20 octobre, l'américain porte plainte au tribunal contre Carlsen et les autres joueurs qui l'ont accusé de tricherie. Il réclame également 100 millions de dollars de dommages et intérêts, ce qui représente la plus grosse somme jamais réclamée dans le monde des échecs. Cette demande sera évidemment rejetée en juin 2023 par la justice américaine. En 2023, dans un communiqué, Chess.com, Magnus Carlsen et Hans Neumann déclarent qu'un accord commun a finalement été trouvé. L'américain peut de nouveau jouer sur la plateforme en ligne et Magnus s'engage à rejouer contre lui s'il devait s'affronter en tournoi officiel. Dans ce communiqué, Chess.com réaffirme que Neumann a triché sur la plateforme, mais qu'ils n'ont pour autant aucune preuve de sa tricherie lors de la partie de la Coupe Sinquefield. Mais pour autant, sommes-nous sur la fin totale de Magnus Carlsen. Alors comme il l'avait dit plus tôt en 2021, Magnus n'a pas défendu son titre de champion du monde en 2023, le concédant ainsi au chinois Ding Liren. Il va aussi concéder 2 défaites consécutives au tournoi Tata Steel, chose qui ne lui était pas arrivée depuis 2015. Il va lui-même le dire par la suite, il aime toujours autant les échecs, mais il prend de moins en moins de plaisir sur les parties lentes, et il préfère de loin les parties blitz qui sont selon lui beaucoup plus intéressantes. Magnus participe même à des tournois aux règles assez inédites, c'est le cas à Casablanca où une position d'ouverture est sélectionnée à l'avance par un arbitre. Donc pour répondre à la question que je vous ai posée un petit peu avant, non, nous ne sommes pas sur la fin de Magnus Carlsen. Il veut juste renouveler le jeu d'échecs et le rendre plus dynamique avec des variantes des parties classiques. En même temps, après un règne de 10 ans sur la discipline, c'est assez normal de vouloir un peu de renouveau pour lui. Magnus Carlsen reste encore aujourd'hui une figure centrale des échecs modernes, le tout grâce à des compétences hors du commun et aussi les nombreux succès qu'il a réalisés. En plus de ça, grâce à lui, les échecs sont de plus en plus médiatisés et surtout il veut moderniser le jeu. Son influence et son héritage dans le monde des échecs sont indéniables et marqueront l'histoire de ce jeu vieux de 1500 ans. J'espère que vous avez kiffé la vidéo parce qu'elle m'a pris énormément de temps à faire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre un commentaire. Tout ça c'est gratuit pour vous et ça me soutient énormément. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!